Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un entretien assez dense de Marion Maréchal qui a été diffusé sur la chaîne YouTube Frontières. On va explorer un peu sa vision sur plusieurs sujets d'actualité en France. Bonjour. Au programme, il y aura sa lecture de la laïcité, bien sûr, mais aussi la place qu'elle voit pour l'islam et le christianisme. On parlera aussi de ce qu'elle décrit comme une influence islamiste dans le sport et du rôle qu'elle prête à des organisations comme les Frères musulmans ou l'ISH. Oui, Et puis à ce lien constant qu'elle fait avec l'immigration, et elle dénonce aussi des stratégies d'intimidation. c'est ça. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu les arguments, les exemples qu'elle donne dans cet entretien précis. On va essayer de sortir les points clés de sa pensée, tels qu'elle l'exprime là, dans cette source. Et c'est important, on va rapporter ses propos sans jugement, en lui attribuant bien tout ce qu'on dit. Parfait, c'est très clair. Alors on commence par le premier thème, la laïcité et ce qu'elle appelle la déchristianisation. Elle a l'air assez critique, non? Ah oui, très critique. En fait, elle développe l'idée que la laïcité serait devenue un outil pour effacer l'héritage chrétien. Pour illustrer ça, elle prend l'exemple de Bourbon-Lancy. Bourbon-Lancy. Oui. D'après ce qu'elle raconte, la mère socialiste aurait dû retirer une croix et une statue de Saint-Louis sur un chantier. C'était une ancienne chapelle transformée, je crois. Ah oui, et pourquoi? Apparemment sous la pression de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui aurait menacé de couper une subvention de 400 000 euros. Et le motif invoqué, c'était la charte de la laïcité. D'accord. Et pour elle, c'est plus qu'une anecdote, c'est un symbole, hein. Exactement. Elle dit que c'est un cas d'école. Ça montrerait une laïcité très zélée quand il s'agit d'effacer les symboles chrétiens. On pense aux statues, aux crèches dans les mairies, ce genre de polémique. Mais toujours selon elle, cette même laïcité serait, impuissante face à ce qu'elle nomme l'islamisation, surtout à l'école. Donc sa thèse, c'est une sorte de déséquilibre? C'est ça, elle parle d'une islamisation qui prospère sur fond de déchristianisation. Elle va même jusqu'à suggérer que certaines pratiques de l'État pourraient y contribuer. Et face à ça, elle propose quoi concrètement? Alors, elle remet sur la table sa proposition d'inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Elle rappelle d'ailleurs qu'elle regrettait que Chirac s'y soit opposé pour la Constitution européenne à l'époque. Et l'objectif, ce serait quoi? Donner un statut spécial? Oui, en quelque sorte. Offrir une reconnaissance, une protection juridique particulière à la culture, aux traditions catholiques. Elle pense aux processions, aux crèches, aux sapins de Noël. Elle argumente que ça fait partie de l'identité historique française et que ça ne devrait pas être mis sur le même plan que les autres religions dans l'espace public. D'accord, on voit bien le lien avec la question identitaire. Et cette préoccupation, on la retrouve sur un autre terrain, le sport. Elle utilise une expression assez forte, voix de l'entrisme islamiste. Oui, c'est un autre grand axe de son entretien. Pour elle, le sport serait un vecteur de pénétration de l'islamisme. Et ça se manifesterait comment, concrètement, d'après elle? Elle donne plusieurs exemples. Des joueurs qui demanderaient à se couvrir les genoux dans les vestiaires, par pudeur religieuse. Des clubs qui iraient jusqu'à flouter les genoux sur les photos officielles. Des matchs interrompus pour que des joueurs puissent prier. Ou même la banalisation du halal dans les cantines des clubs, par exemple. Et elle base ça sur des observations personnelles ou elle cite des sources? Elle s'appuie sur plusieurs choses, notamment une enquête de quelqu'un nommé Médéric Chapiteau, et aussi une note des renseignements territoriaux. D'après elle, ces documents identifieraient le sport comme un lieu de radicalisation. Elle donne des chiffres? Oui, elle avance des chiffres assez précis. Elle parle de 65 000 pratiquants liés à des associations qu'elle qualifie de communautaires. Elle mentionne aussi 11 000 sportifs qui appartiendraient à 122 clubs suivis pour séparatisme et même 1057 personnes fichées S identifiées dans le milieu sportif. Fiché S dans le sport, carrément. Oui, et elle va plus loin. Elle fait un lien avec le recrutement de djihadistes. Elle rappelle que les terroristes des attentats de Madrid auraient été, selon elle, recrutés via des clubs sportifs. Et elle cible un club en particulier, c'est ça, le PSG. Tout à fait. Elle qualifie le PSG de club halal. Elle lie ça directement à l'influence du Qatar, qu'elle présente comme un soutien des frères musulmans et qui détient aussi beIN Sports. Donc pour elle, même la question du voile dans le sport. Ce n'est pas juste une question de liberté individuelle. Pour elle, c'est une offensive concertée. Une stratégie pour faire pression, pour imposer des normes qu'elle juge charia-compatibles. Et elle illustre ça avec un cas précis, pour montrer un manque de fermeté. Oui, elle prend l'exemple de l'athlète Mohamed Kounta. D'après elle, il aurait réintégré l'équipe de France d'athlétisme malgré des sanctions passées.
Sanctions qui seraient dues à des propos qu'elle juge antisémites, anti-blancs, anti-français. Donc un symbole de laxisme, selon elle. Voilà. Pour elle, c'est un manque d'exigence. Elle rejette complètement l'idée d'accommodement raisonnable. Elle pense que céder là-dessus, c'est valider la stratégie des fréristes, comme elle dit. Selon elle, ils veulent que le sport s'adapte à l'islam et pas l'inverse. Ces fréristes, ça nous amène logiquement à parler des frères musulmans. Elle en parle beaucoup et aussi de l'ISH, cet institut. Elle s'appuie sur un rapport officiel, c'est ça? Oui, elle mentionne un rapport sur les frères musulmans qui a été déclassifié récemment par le ministère de l'Intérieur. Et son interprétation de ce rapport, c'est que cette confrérie qu'elle décrit comme secrète aurait un projet à long terme. Lequel? La conquête islamique de l'Europe et la transformation progressive des sociétés pour les rendre charia compatibles. C'est sa lecture. Elle cite aussi Florence Bergeau-Blackler, une chercheuse qui dirait que paradoxalement, l'organisation est parfois plus forte en Europe que dans des pays comme l'Égypte où on les combat. Et ce rapport, il décrit une influence large, toujours selon l'interprétation de Marieux Maréchal? Oui, d'après elle, le rapport montrerait une implantation assez vaste. Des centaines de lieux de culte, de centres culturels, d'associations sociales, sportives, un peu partout en Europe. Le document parlerait même de tentatives d'infiltration de listes électorales au niveau municipal. Et dans ce contexte, elle vise spécifiquement l'ISH. Pourquoi cet institut en eux? Alors, elle le présente comme l'école européenne des frères musulmans, un lieu clé pour former beaucoup d'imams en Europe. Pendant la campagne des européennes, elle avait fait une vidéo où elle avançait ce qu'elle appelait « 7 preuves » pour demander la fermeture de l'institut. 7 preuves. On peut peut-être les résumer? Oui, on peut les regrouper. Premièrement, elle évoque des liens supposés avec des personnalités connues pour des discours qu'elle juge extrémistes. Elle cite par exemple une remise de diplôme par Youssef Al-Qaradawi, un théologien controversé, qu'elle accuse d'appel à la violence. D'accord. Et ensuite? Deuxièmement, elle met en cause le profil de certains enseignants ou d'anciens élèves. Elle parle d'un prof qui aurait tenu des propos contre les yézidis, d'un autre enseignant qui serait un imam salafiste fiché cesse, et aussi du passage par l'ISH de personnes impliquées dans des affaires de terrorisme ou parties en Syrie. Ça, c'est pour les individus. Et au niveau de l'institut lui-même, savant musulman, Dont le secrétaire général aurait soutenu le retour des talibans. et le financement. C'est le 4e point. Elle suggère des financements venant d'Arabie Saoudite et du Qatar en se basant sur le livre Qatar Papers. Donc, pour résumer son accusation, l'ISH diffuserait une idéologie fondamentaliste. C'est exactement ça, selon elle. L'Institut formerait des imams et des élèves qui portent cette lecture rigoriste de l'islam, et pour elle, ce serait même un terreau potentiel pour le djihadisme. Et cette attaque contre l'IASH lui a valu des problèmes judiciaires, c'est ça? Elle parle de djihad judiciaire. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Oui, elle explique que l'ISH a porté plainte contre elle pour diffamation après ses déclarations. Elle mentionne aussi une autre plainte venant d'un homme qu'elle avait qualifié de djihadiste avant sa condamnation pour terrorisme. Et pour elle, ce ne sont pas juste des plaintes isolées. Non, elle pense que ces procédures répétées, qui vivraient aussi d'autres personnes comme Damien Rieu, c'est une stratégie délibérée, une stratégie d'intimidation. Pour faire taire les critiques, en somme. C'est l'idée qu'elle avance. Elle suggère que ces actions en justice sont souvent coordonnées, peut-être financées, dans le but de faire peur, d'épuiser les gens financièrement, moralement, pour les pousser à l'autocensure, à ne rien dire ou ne pas tout dire, comme elle le formule. Et ça ne passe pas que par les tribunaux. Non. Selon elle, ça passe aussi par ce qu'elle appelle une persécution sur les réseaux sociaux et même des menaces physiques. Elle affirme que critiquer l'islamisme aujourd'hui en France, ça peut se faire au péril de sa vie. Ça installerait un climat de terreur, un retour du délit de blasphème de fait. Elle cite évidemment Charlie Hebdo et l'assassinat de Samuel Paty qui aurait entraîné, selon elle, une autocensure chez certains professeurs. Ce qui est vraiment frappant dans toute son analyse, c'est le lien qu'elle fait tout le temps entre ces différents sujets. Laïcité, sport, institution, intimidation et une cause qu'elle juge plus profonde, l'immigration et la démographie. C'est vraiment le cœur de son discours, on dirait. Absolument. C'est le fil rouge. Son argument central, c'est que l'islamisme, tel qu'elle le voit, utilise ce qu'elle appelle l'immigration de masse arabo-musulmane inassimilée. Ce serait sa base arrière de recrutement, son terreau prioritaire. Et derrière ça, il y a une thèse démographique. Oui, clairement. Elle articule ça autour de l'idée que le nombre fait la loi.
Selon elle, l'évolution démographique dans certains quartiers, et surtout dans les écoles où les élèves d'origine immigrée musulmane deviennent majoritaires, eh bien ça rendrait très difficile, voire impossible, d'enseigner la neutralité laïque, la liberté d'expression, la critique des religions. Elle décrit une jeunesse particulière. Elle dépeint une partie de cette jeunesse comme étant de plus en plus sensible à un islam radicalisé. Elle se réfère à des sondages, sans les nommer précisément, et elle parle d'une hostilité parfois anti-française ou anti-blanche. Elle donne des exemples concrets pour illustrer cette pression démographique. Elle rapporte une anecdote, tirée d'une enquête de François Bousquet apparemment. Des enfants blancs dans certaines écoles qui s'en vanteraient des origines étrangères pour éviter le harcèlement. Ah oui, quand même. Et elle cite aussi le cas du maire PS du Creusot. D'après elle, il aurait renoncé à organiser une minute de silence pour Samuel Paty dans un lycée, par peur des réactions d'élèves musulmans. Et ça, elle l'interprète comment? Comme une preuve de cette pression du nombre, et peut-être d'une forme de soumission, liée aussi aux enjeux du vote communautaire, son avertissement final là-dessus est très direct. Elle dit que si la population musulmane devenait majoritaire en France, ce que selon elle, toutes les courbes démographiques indiquent, alors il serait illusoire de penser qu'on pourrait maintenir les valeurs françaises et occidentales, comme la laïcité, la mixité, l'égalité homme-femme, la liberté de conscience. Donc sa conclusion, c'est que sans aborder la question migratoire et démographique, Toute lutte contre l'islamisme par les seuls outils juridiques ou la laïcité serait vaine. C'est vraiment ça sa thèse centrale. c'est un diagnostic très sombre qu'elle pose. Est-ce qu'elle laisse une place à l'espoir malgré tout? Oui, la fin de l'entretien ouvre sur 2 motifs d'espoir selon elle. Le premier est assez inattendu. Elle parle d'un regain du christianisme en France. Elle dit constater de plus en plus de conversions au catholicisme, surtout chez des jeunes qui n'ont pas eu d'éducation religieuse. Et comment elle explique ça? Pour elle, c'est une sorte de réaction identitaire. La confrontation avec l'altérité, avec l'islam visible, pousserait certains jeunes Français à se questionner sur leurs racines. En se voyant définis comme mécréants, chrétiens, blancs, ils seraient amenés à redécouvrir la foi catholique. Elle fait même une analogie avec les abbayes au Moyen-Âge qui préservaient la culture. Intéressant. Et le deuxième motif d'espoir? Le deuxième, c'est une prise de conscience qu'elle perçoit chez les pouvoirs publics. Le rapport déclassifié sur les frères musulmans en serait un signe pour elle. Et elle y ajoute une lecture politique plutôt optimiste de son point de vue. C'est-à-dire? Elle analysait la campagne interne chez les Républicains, qui avait eu lieu avant l'entretien. Et elle estimait que les candidats LR avaient, je cite, totalement rejoint le diagnostic et les solutions du camp national sur l'identité, l'immigration, la sécurité. Elle y voit une victoire idéologique. Oui, elle parle de victoire pour les Français. Ça ouvrirait la voie, selon elle, à un rassemblement politique plus large sur ces thèmes. Elle termine de façon assez volontariste en disant que le patriotisme nous sauvera, en appelant à la fierté identitaire et à la redécouverte de ce patrimoine spirituel. Bon, si on essaye de résumer les grandes lignes de cet entretien de Marion Maréchal, tel qu'on l'a décortiqué, il y a d'abord cette critique forte d'une laïcité à géométrie variable. Ensuite, une alerte constante sur ce qu'elle voit comme une pénétration islamiste dans le sport, via des institutions comme l'ISH liées aux frères musulmans, selon elle. C'est ça? Il y a aussi la dénonciation de ce qu'elle appelle le djihad judiciaire et l'intimidation. Et puis, ce fil rouge omniprésent, le lien qu'elle fait entre tout ça et l'immigration, la démographie. Absolument. Et enfin, une touche d'espoir qu'elle place dans un renouveau chrétien et dans une convergence politique sur ces thèmes. Voilà. Et il faut vraiment insister une dernière fois. Notre travail ici, c'était uniquement d'extraire et de présenter les arguments, les informations tels qu'ils sont dans la source, dans cet entretien précis de Marion Maréchal. On n'a pas cherché à valider, à invalider ou à apporter d'autres éléments. On rapporte ce qu'elle a dit. C'est noté. Et peut-être pour finir, une question qui émerge de tout ça, pour la réflexion, c'est comment une société qui a une histoire, une culture très marquée par une religion, comme la France avec le catholicisme, comment peut-elle gérer cet équilibre? L'équilibre entre préserver son identité, appliquer le principe de laïcité et intégrer de nouvelles populations, de nouvelles croyances, surtout quand certains courants sont perçus, par certains acteurs comme Marion Maréchal, comme hostiles ou cherchant à imposer d'autres normes. C'est une vaste question, en effet. Oui, c'est complexe. Et les propos qu'on a analysés aujourd'hui, ils soulèvent implicitement toute cette complexité.